Bonjour Stéphane. Bonjour Nadia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir à mon podcast. Tu as un background très riche en journalisme, en réalisation. Tu t'intéresses à plein de sujets, des événements historiques, des enquêtes criminelles. Est-ce que tu peux me parler, pour commencer, de ton background? Ben en fait, ça a commencé quand même assez jeune. J'avais 12 ans, à peu près 11-12 ans. Je m'étais intéressé beaucoup aux histoires d'extraterrestres. Parce que c'était très à la mode dans les années 80. J'avais un voisin qui menait des enquêtes sur des apparitions et des choses comme ça. Et c'est là que ça avait capté mon intérêt. Puis j'avais été le rencontrer, puis là, chez lui, c'était comme un bureau d'enquête, là. Il y avait des livres, il y avait du matériel d'investigation. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à mener des enquêtes sur les apparitions d'extraterrestres. Il y avait des gens qui avaient témoigné d'apparitions. Puis moi, j'allais les rencontrer avec ma petite valise d'enquêteur du haut de mes 12 ans. Et puis, je faisais des rapports d'investigation. Il y avait des portraits robots. Imagine des portraits robots d'extraterrestres. C'était drôle de faire ça parce que, tu sais, la personne décrivait un genre de petit bonhomme vert, là. Puis c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis pas longtemps après, peut-être une ou deux années plus tard, il y a un événement qui est survenu dans mon quartier. Ça a été l'enlèvement du petit Maurice Vien, 4 ans, le 1er novembre 1984. Et tout le quartier était en émoi, là, parce qu'il y avait des policiers partout. Tout ça, le petit garçon était disparu dans l'après-midi. Et puis, moi, je revenais du cinéma cette journée-là. J'avais été voir Terminator. Et puis, je voyais le déploiement policier. Puis là, j'avais été voir un policier, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis ça, c'était impressionnant. Ils disaient, on cherche un petit gars qui est disparu. Est-ce que tu le connaissais? Non, moi, je le connaissais pas. Fait que ça a commencé un peu comme ça. Fait que, tu sais, on n'a pas fait de cas. Bon, on s'est dit peut-être c'est un petit gars qui s'est caché quelque part et tout. Fait qu'on n'en fait pas de cas. Puis là, les jours passent, on en parle dans les médias à l'époque, dans les écoles. Moi, j'allais à l'école aussi dans le quartier, donc il y avait des policiers qui venaient nous rencontrer, faire de la prévention. Et puis, à un moment donné, 3 jours plus tard, on a retrouvé le blouson du petit Maurice à Saint-Roch sur le Richelieu. Et là, tu sais, Saint-Roch sur le Richelieu, c'est où ça? Tu sais, c'était à l'autre bout du monde pour nous. Puis là, à un moment donné, ça commençait à prendre de l'ampleur et tout. Puis 3 autres jours plus tard, c'est-à-dire le 6 novembre 1984, on a retrouvé son corps dans une maison abandonnée à Saint-Antoine sur le Richelieu, qui était pas très loin d'où ce qu'on a retrouvé son blouson. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là. Puis je savais pas comment trop l'aborder. Alors j'ai juste eu une idée comme ça de faire parce que c'est une histoire qui m'a énormément touché. Puis c'est pour ça que je suis revenu des années plus tard sur ces événements-là en faisant livres et documentaires. J'ai connu les policiers, les enquêteurs aussi, qui avaient travaillé sur ce dossier-là. J'étais encore jeune, là. À l'époque, j'étais dans l'adolescence. Et puis, ce qui est arrivé à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais faire une croix avec le portrait du petit. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'étais rendu au cimetière pour aller porter des fleurs. Puis, c'était simplement une espèce de plaque qui était au sol pas loin des fosses communes. Puis là, on voyait son nom, Maurice Vien, 4 ans. Moi, ça m'a touché. Fait que là, j'ai dit, ben voyons, comment ça qu'on n'a pas sa photo pis ça. Alors, j'ai fabriqué ça pour la maman. Je l'ai fabriqué dans ma cour. J'ai mis un drap par-dessus. Je suis allé la voir. Je suis allé frapper chez elle. Et là, elle était toute surprise. Elle a dit, ben t'es qui, toi? J'ai dit, ben je suis le voisin en arrière. J'ai dit, votre histoire m'a touché beaucoup. Elle dit, t'es donc bien cute, toi. Vraiment. Fait qu'elle m'a fait rentrer chez elle. Elle m'a offert un verre de jus d'orange, je me rappellerai toujours.
Et puis, on a commencé à parler. Puis, tu vois, c'est une amitié qui a duré, 40 ans, là. Et puis, on a discuté de ça. Puis, tranquillement, pas vite, pour faire une histoire courte, ben, j'ai commencé à m'impliquer dans cette enquête-là. En tant qu'adolescent? En tant qu'adolescent, je me suis rendu à la maison, parce qu'on a retrouvé le corps du petit Maurice. Évidemment, je conduisais pas, donc c'était avec la mère. J'ai accompagné la mère parce que la mère, elle voulait y aller. Elle voulait pas y aller toute seule. Donc, je l'ai accompagnée. Puis, à un moment donné aussi, on a fait... parce qu'il y a un suspect qui avait été arrêté dans cette affaire-là, là, qui est Claude Quévillon, qui était un chauffeur de taxi. Et la police de Montréal faisait une enquête parallèle à la Sûreté du Québec. Parce que quand le corps de Maurice Vigne a été retrouvé à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec. Mm-hmm. Parce qu'à l'origine, c'est la police de Montréal qui s'en occupait puisqu'il était disparu à Montréal. Et puis, le suspect il était interné à Louis H. Lafontaine. OK. Et puis, à un moment donné, la mère, elle a su qu'il voulait lui parler. Alors là, les policiers de Montréal, ils faisaient une enquête parallèle à celle de la Sûreté du Québec. Là, ils ont dit, ils ont accepté que la mère puisse aller rencontrer le suspect avec un body pack, des écoutes électroniques, puis il y avait une voiture de police qui était stationnée pas trop loin. C'est moi qui l'accompagnais. Ah, wow! Wow! C'est toute une expérience pour un adolescent. Ben pour un adolescent, oui, parce que tu sais, c'est des choses qui arriveraient plus aujourd'hui. Mm-hmm. Alors moi, j'étais très fier de ça là. Et là, ça m'a comme monté un petit peu à la tête. Puis là, chez moi, là, j'ai commencé à installer des trucs d'enquête et tout. Là, je m'étais acheté un complet cravate pour jouer un peu les détectives. Et j'ai suivi un cours de détective privé par correspondance parce que j'étais trop jeune. Donc, il y avait des annonces dans pas des revues, mais des journaux, tu sais, comme Photopolis, Allopolis. Ils offraient des cours par correspondance de détective privé. Alors, moi, j'ai ramassé de l'argent. Ça avait coûté 200 $. J'ai eu mon diplôme de détective privé. J'avais à peu près 14 ans. Oh, wow! Tu t'intéressais à des choses quand même assez... Mystérieuse, oui, puis quand même lourde émotionnellement. Ouais, sauf peut-être les extraterrestres. Ouais. Mais quand j'étais jeune, j'étais jeune à 14 ans, mais plus petit que ça encore, peut-être 7-8 ans, tu sais, j'écoutais beaucoup des reportages, des documentaires. On avait retrouvé aussi l'épave du Titanic en 1985, peut-être un an après les événements. J'ai toujours été fasciné par ça, parce que les choses qu'on n'a pas de réponse, les mystères. Il y avait une revue aussi qui existait à l'époque qui s'appelait Inexpliqué. OK. Et je dévorais ces livres, ces revues-là. Là. Mm-hmm. Donc, on parlait de toutes sortes de trucs, de trucs démoniaques, de sectes, de ci, de ça. Donc, OK. Alors, pendant que mes amis s'amusaient, allaient jouer au hockey ou creusaient les petites filles, moi, j'étais dans ton studio. Mon père, il aimait pas trop ça. T'as l'air d'être quand même bien sorti de tout ça, fait que c'est tout à ton honneur. Ouais, effectivement, mais tu sais, ça n'a pas toujours été quelque chose de facile là, sur le plan des émotions, comme tu disais, le plan émotif, parce que tu sais, plus tard, j'ai refait d'autres documentaires, rencontré des familles qui sont beaucoup dans l'inconnu, dans l'émotion, Alors, c'est pas évident de travailler avec ça, parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu de suivi avec un psychologue et tout. Tu sais, puis je lisais des rapports d'autopsie, des rapports d'enquête, Puis à un moment donné, il fallait que je prenne un certain recul là, face à ça, là, parce que fallait que je me protège aussi là-dedans, parce que la vie, c'est pas juste ça. En effet, non plus. Oui. Parce que, tu sais, dans moi, là, c'était pas par voyeurisme, sensationnalisme, c'était une quête de la vérité, une quête de la justice. Mm-hmm. Puis j'aime aider mon prochain. Alors, c'est tout. J'ai toujours fait ça. Donc, D'ailleurs, c'est dans cet esprit-là aussi que je t'ai invité pour venir à mon podcast, parce qu'on va parler de l'affaire Cédrica Provencher. Puis j'empathise avec la famille qui doit sûrement être tannée
d'entendre les gens parler de ce drame qui leur est arrivé. Mais comme tu l'as dit, cette soif de justice, on l'a encore en tant que société parce que je tiens à souligner que le coupable de ces actes atroces a toujours pas été arrêté, condamné, amené en justice. Donc, oui, on sait ce qui est arrivé. On l'a appris en 2015 avec la découverte des ossements. Mais je pense qu'on veut que pour que cette affaire soit considérée comme terminée, pour avoir ce closure en tant que société, on veut voir le ou la responsable puni pour ces crimes. Effectivement. C'est une quête, c'est sûr, des policiers, mais aussi de la famille pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que, tu sais, écoute, moi, j'ai rencontré le père de Cédrica dans le cadre de mon documentaire parce que je t'en ai pas parlé tantôt, mais j'ai fait un documentaire sur les événements du 1er novembre 1984. Oui. Qui regroupe plusieurs cas de disparition. Il y en avait eu 3 la première journée. Puis j'ai parlé aussi de d'autres dossiers parallèles à ça parce que il y avait les suspects qui avaient été identifiés, Claude Quévillon et Marc Perron. Puis là, on avait appris que Marc Perron, un des suspects, habitait à Trois-Rivières. Puis en tout cas, il y a eu certaines personnes disent que peut-être qu'il aurait été vu auprès du parc Chappet. Puis bon. Alors, j'ai invité Martin Provencher avec mon ami l'avocat Marc Bellemare. Il est venu à la première. Puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Puis on a noué une amitié suite à ça. Et puis là, on a discuté de la possibilité de faire un documentaire sur la disparition de Cédrica Provencher. Parce que Cédrica n'était toujours pas retrouvé là, au moment qu'on avait entamé cette démarche-là. On est dans quelle année à ce moment-là? On est en 2015. Parce que moi, j'ai sorti le documentaire le 1er novembre 2014. Et puis là, on arrivait à 2015. Et puis là, ça s'est échelonné là, sur quelques mois à ce moment-là. Donc, moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'ai travaillé là-dessus au printemps 2015, à l'été 2015. Tout l'automne 2015, parce que là, je regroupais des témoignages, etc. Et puis, j'ai été à Trois-Rivières au moment que j'ai reçu le fameux coup de téléphone. J'étais en entrevue avec le grand-père. Avec le grand-père de Cédrica. Il a eu le premier coup de téléphone, puis moi, peut-être 2 minutes après, je l'ai reçu, le même téléphone. Et puis là, j'ai éteint les caméras. Et puis là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose parce que Henri, le grand-père, je le sentais très émotif. Il était sur le bord des larmes, là. Et puis là, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que quand moi j'ai reçu le téléphone à mon tour, il dit Stéphane, oui. Écoute, c'est un journaliste à Radio-Canada. Il dit, on a retrouvé des ossements. Tout porte à croire que c'est un enfant. Puis on pense que c'est Cédrica Provencher. Il dit, tu veux-tu réagir par rapport à ça? Puis tout, mais là, écoute, là, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est comme une claque. Puis là, en même temps, tu as un côté de toi qui dit, non, regarde. On va garder les 2 pieds sur terre, on va attendre de voir. C'est parce que des rumeurs, là, puis des hypothèses, puis des ci, puis des ça. Il y en a eu tellement pendant 8 ans. Oui, c'est vrai. Parce que là, ça faisait 8 ans là, qu'elle était disparue. Et puis, moi, je reviens à Montréal. Je fais mes affaires et tout. Un autre téléphone, je m'apprêtais à me coucher. Un téléphone à 11h le soir. Je pense que c'était Michel Jean à TVA. Et il dit bonjour Stéphane, il dit on aimerait ça t'avoir en entrevue. Je dis ben là, je m'en vais me coucher, parce que des entrevues, j'en faisais tout le temps là. Chaque fois que j'allais à Trois-Rivières, TVA venait, puis bon. Parce que moi j'étais sûr que
que tout ça allait prendre quelques jours avant qu'on puisse avoir cette confirmation-là. Ça a été quand même assez rapide. Ça s'est fait assez rapidement. Donc, il me dit comme ça, on a la confirmation par la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec vient d'émettre un communiqué que c'est les ossements de Cédrica. Alors, moi, j'étais complètement renversé, là. C'est fou que ce qui... il y a un côté surréaliste à ça. Tu sais pas trop comment réagir, comment prendre la nouvelle. Parce que, tu sais, à travers un processus comme ça, là, tu t'attaches. Veux pas. Ben, en tout cas, je devrais pas. S'il y a des psychologues qui disaient... Je suis sûr qu'il y a des gens qui disaient... C'est important de garder un recul face à ça, de rester objectif, puis tout. Mais je pense que ça témoigne de ton humanité. Ben, voilà. On parle pas de... Exactement. On parle pas d'un objet perdu, c'est voilà. Une jeune fille à qui c'est arrivé. Exactement, puis c'est un peu ce que Marc Bellemare avait dit en entrevue quand il y a des gens qui parlaient par rapport à moi, ils disaient son côté humaniste, il est très humaniste. Il aime ça travailler là-dedans pour rendre justice à ces personnes-là. Donc ben j'ai pleuré, j'ai éclaté en sanglots même pendant l'entrevue. J'étais pas parce que je l'avais adoptée. Tu sais, je l'avais adoptée, cette petite fille-là. Là, tu sais, elle était... Je cherchais ma fille, moi aussi, là, quelque part, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui arrive, tu sais. Puis, tu sais, j'ai passé des bons moments avec Martin aussi, là, tu sais. J'étais allé dîner avec lui, j'étais allé chez lui, dans sa maison. Il m'a partagé des souvenirs de Cédrica. Fait que, veux pas... Absolument. Tu sais, de rester détaché de ça, c'est pas évident. Alors, bon, ben, par la suite, ben, tout s'est mis à changer à partir de là. Fait que, moi, j'ai dit dans les médias que là, on cherche plus une petite fille disparue, là, on cherche un meurtrier. Mm-hmm. Bien dit. C'est ça qui se passe. Et puis là, Martin Provencher a décidé de ne plus poursuivre le documentaire. Sur lequel vous travaillez ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais face à un dilemme là, par rapport à tout ça, parce que là, je savais pas trop quoi en faire, parce que là, Marc Bellemare, lui, m'avait encouragé. Tu peux... la décision t'appartient. C'est toi qui décides si tu veux continuer ou pas. Puis, j'ai reçu beaucoup de téléphones aussi de journalistes de toutes parts, là, de tous les médias. Plusieurs, en tout cas, qui me disaient continue, c'est pour la vérité, c'est pour la société, c'est pour la justice. Parce que Martin, lui, à cette époque-là, a décidé de faire confiance à la Sûreté du Québec. Mm-hmm. Totalement. Puis c'est du ressort de la Sûreté du Québec, puis ça va être à eux de régler tout ça. C'est bien correct. Sauf que je pense qu'il y a eu une certaine pression de la Sûreté du Québec parce que je les avais un petit peu brassés dans mon documentaire novembre 84. Parce que il y a des dossiers qui ont été perdus, des pièces à conviction, qui ont été perdues ou détruites. Puis là, il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais, les années 80, ça l'a changé. Mais non, parce que il y a des choses qui se sont répétées même dans des cas beaucoup plus récents. Donc vous mettiez un peu leur manquement en lumière. Ben oui, c'est ça. Puis ça l'a mis une pression parce que effectivement, il y a des familles. Des enfants des années 80 qui ont reçu des appels de la Sûreté du Québec, puis on dit là, monsieur Parent est en train de nuire aux enquêtes. Puis là, une des mères a dit quelle enquête? C'est parce que ça fait 30 ans. Il y a pas vraiment d'enquête. Puis tu sais, en même temps, on se dit c'est sûr que j'ai su des choses que je peux pas dévoiler, que ce soit dans ces dossiers-là ou le dossier de Cédrica Provencher. Mais ça met en lumière la démarche, dans le sens que ça met une pression, mais une pression positive sur les autorités, sur la police, dire, regardez là, on check ça, on a ça à l'œil, on veut que les enquêtes continuent. Puis regarde d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plein de documentaires par la suite, des émissions qu'on a parlé par rapport à Cédrica Provencher.
il va en avoir d'autres. Puis, mais comme tu disais un peu tantôt, le public, les gens veulent savoir. Parce que il faut pas ramener ça à une seule famille ou une seule personne. Dans le sens que il y a un meurtrier qui est au large. Exactement. Alors lui, en tout cas, cette personne-là, s'il n'est pas arrêté, il n'est pas condamné, rien ne l'empêche de recommencer. Donc, il y a un aspect d'intérêt public. D'intérêt public par rapport à ça. Parce que c'est sûr, ça, c'est un choix du père. Le choix du père lui dit, moi, je fais confiance à la Sûreté du Québec. Mais la Sûreté du Québec, ils en ont fait encore des gaffes. Bon, on va parler du principal suspect dans cette affaire-là, Jonathan Pété. Est-ce qu'on peut le nommer? On peut utiliser son nom? Le nommer parce que c'est sorti publiquement. Puis bon, on sait que c'est lui qui est le suspect numéro 1 dans cette enquête-là. Moi, j'ai essayé de faire une entrevue avec Jonathan Pété dans le cadre de mon documentaire. Mais je savais pas trop comment l'aborder parce que lui avait été quand même assez échaudé là, avec les médias puis TVA puis et là ce qui s'est passé j'ai eu l'idée d'en parler avec l'avocat Marc Bellemare parce que lui est bien connu et bien positionné. Là, j'ai dit à Marc tu peux-tu demander à son avocat? Je pense que c'était Maître Michel Lebrun qui représentait Jonathan Pété à cette époque-là. J'ai dit, est-ce que tu peux lui demander si on pourrait peut-être organiser une entrevue avec... puis il n'est pas obligé de s'identifier, là, on peut faire ça derrière un panneau. Mm-hmm. Bon. Alors, j'ai dit, parce que moi, j'aimerais ça avoir sa version des faits, puis je pense que ça serait juste et équitable là, d'avoir sa version des faits, là, qu'au moins lui puisse donner son point de vue puis s'exprimer, parce qu'on l'avait pas eu vraiment là, depuis 8 ans à cette époque-là. Et puis, à ce moment-là, Marc, il dit, ah oui, c'est une bonne idée. Il dit, je vais faire les démarches, puis je te reviens là-dessus. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il accepte? Pas vraiment. Tu sais, je me disais, bon, peut-être qu'il est trop échaudé. Mm-hmm. Donc, son avocat, c'est lui qui m'appelle. Il dit, écoute, j'ai parlé avec Maître Bellemare, puis tout, puis on accepte. Puis bon, tu sais, il dit, je fais les démarches avec mon client, on va mettre des conditions, bon, etc., etc. Je dis, OK, pas de problème. Fait qu'il dit, rappelle-moi lundi, c'était en août 2016. Ça, je m'en rappellerai toujours. Il dit, appelle-moi le lundi. J'avais parlé dans le milieu de la semaine précédente. Il dit, appelle-moi lundi, puis il dit, on va organiser tout ça, là, les modalités, puis bon, etc. Fait que j'ai dit, OK, parfait, excellent. Fait que moi, j'étais content. J'ai dit, bon, on va avoir éventuellement notre entrevue. Et là, je l'appelle comme prévu, le lundi suivant. Et puis, il dit, bon, ben finalement, ça fonctionnera pas. Je dis, OK, pourquoi? Là, il dit, je sais pas si ta télé, si t'es chez toi, ta télé est pas loin, là, mais il dit, allume, là, tous les médias diffusent ça en direct. OK, fait que là, je dis, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Les policiers sont en train de faire une perquisition chez lui, à son domicile, et chez Emballage BT, qui était sa compagnie, puis tout ça. Mais là, je tripais. Là, je savais pas trop quoi penser par rapport à ça. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, là, c'est quand j'ai appris un peu plus tard que cette perquisition-là avait été faite sans mandat. Oui. Et là, c'est là que je me suis dit, ce gars-là, il était sous écoute. Mm-hmm. J'en suis persuadé. La police voulait pas qu'il te parle. Voilà. Pourquoi pas? Parce que un corps de police, en tout cas, peut-être que j'ai tort, là, je ne sais pas. Peut-être qu'on va le savoir un jour, là, j'espère de me tromper. Mais je peux pas croire, Nadine, qu'un corps de police comme la Sûreté du Québec, qui est aussi expérimenté, ils savent très bien, le savent très bien, je vais le répéter, là, qu'on ne peut pas perquisitionner
chez quelqu'un ou une entreprise sans mandat. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que ça pas sera pas admissible à la cour. Okay. Alors, pourquoi avoir fait tout ça? Moi, je me suis dit, on veut pas qu'il parle. On veut le taire. Parce que c'est impossible. J'ai une rencontre de prévue avec lui le lundi. En tout cas, c'était pas une rencontre, mais il fallait que je rappelle l'avocat pour regarder les modalités. Puis la police qui débarque là. Le lundi, qu'on devait régler ça. Alors, moi, ça me dit que on voulait fermer la boîte. Et là, comme je te dis, peut-être que j'ai tort, là, je le sais pas, mais c'est très douteux. Et effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a tombé à l'eau. Ça n'a pas été admissible. Le juge a critiqué la façon de faire de la Sûreté du Québec, qui ont fait ça comme une expédition de pêche, que le juge a dit. Ça a tout tombé à l'eau. Puis là, aujourd'hui, c'est Jonathan Betté qui poursuit la Sûreté du Québec pour 10 millions de dollars. Mais c'est fou, là. Vraiment. Vraiment. Parce que les policiers savaient très bien... C'est pas long, là, de demander un mandat, là. Tu vas voir le juge, tu signes un avis d'avis, là. Tu dis, OK, on a raison de croire que chez le suspect ou l'entreprise, il y a du matériel de pornographie, puis ça, juvénile, puis bon. Là, le juge va dire, ben, c'est quoi vos preuves? Là, les policiers vont dire, bon, on a ça, on a de l'écoute électronique, on a de la surveillance par caméra. Bon, ils vont étaler la preuve. Mm-hmm. Et là, le juge va signer un avis, va signer un mandat. C'est pas long, là. Tu vas à la cour, tu te présentes devant le juge, c'est des policiers enquêteurs, puis ça prend même pas 48 heures. Ça prend même pas 48 heures. Et là, le juge va donner le mandat, puis là, tu vas perquisitionner. Puis là, s'il trouve du matériel, puis tout, parfait. Puis là, ça va être admissible en cours, parce que là, il y avait un mandat en bonne et due forme. Mm-hmm. Tu comprends-tu, là, ce que je suis en train de t'expliquer par rapport à... Totalement. Ça marche pas qu'un corps de... C'est pas un petit corps de police, là, d'une petite région de 200 habitants, là. Un gros corps de police. En fait, pourquoi cette démarche avait pas été faite des mois avant? Et voilà. Aussi. Parce que les policiers, ça faisait 8 ans, là. Puis je me demande aussi, qu'est-ce que... Si leur intention était de le taire ou de lui enlever l'occasion de s'exprimer ou d'échanger avec toi, qu'est-ce qu'il aurait pu dire qui était si important que ça vaudrait la peine de gâcher une enquête? Ben, c'est peut-être ça qu'on saura jamais. Parce que moi, j'aurais aimé ça, de l'avoir en entrevue, Jonathan Betté. Parce que lui... Parce qu'au pire, j'imagine qu'il aurait juste nié son implication. Oui, ça c'est certain, mais pour quelle raison? Dis-nous pourquoi. Pourquoi que, tu sais, donne-nous ta version des faits. Okay. Pourquoi toi tu dis que... Parce que moi, ce que j'ai su par la suite, bon, en tout cas, je peux pas confirmer si tout ça est véridique, mais les policiers avaient demandé qu'il passe un polygraphe, mm-hmm. qui aurait refusé, puis tout ça, mais ce que j'ai su, c'est qu'il avait accepté de passer le polygraphe. Mais il a demandé aux policiers que les résultats du polygraphe soient rendus publics. OK. Les policiers ont refusé. Alors, lui a dit, ben, pas de polygraphe. Parce que lui, en rendant les résultats publics, il était plus considéré comme suspect. Le polygraphe. Et voilà, parce que là, les policiers ont dit, ben non, on n'a pas d'autres suspects. Ben, en tout cas. Mais ça reste un gamble parce que qu'est-ce
qu'est-ce qui lui garantit qu'il va passer le... De toute façon, je sais que je sais pas si c'est facile, mais on peut... déjouer. On peut déjouer ça. Puis c'est pas admissible en la cour. Exact. C'est pas admissible en cour parce que, tu sais, il y a beaucoup d'avocats, en tout cas, qu'on considère ça comme une fumisterie. C'était plus un move PR qui cherchait à faire avec ça. Exactement. Tu sais, bon, ben, ça, c'est une chose parmi d'autres. Tu sais, on aurait pu aussi commencer par là. C'est bon, le polygraphe, OK, parfait. Pourquoi? Là, on aurait pu retourner voir la Sûreté du Québec. Pourquoi que vous acceptez pas que les résultats soient rendus publics, tout ça, c'est quoi les raisons, puis bon. Ben, là, moi, c'est tout ce que j'avais, là, par rapport au polygraphe. Mais il y avait d'autres conditions, il y avait d'autres choses. Il y avait... Puis en même temps, ben, tout ce qu'on sait par rapport à cette enquête-là, ben, ça va toujours vers lui. Ça va toujours vers lui. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres suspects, parce que bon, tu sais, le 31 juillet 2007, au moment de la disparition de Cédrica, son cellulaire était fermé. Donc, les policiers n'ont pas pu faire de triangulation pour savoir où ce qui était dans le secteur. Une Acura rouge qui avait été vue à plusieurs reprises, rôder autour des fillettes. Il y avait 260 Acura rouges, je pense, répartis un peu partout à travers le Québec, je crois. Et puis, il y en avait 4 à Trois-Rivières. Puis, ils ont tous collaboré sauf lui. Puis, il l'avait remisé, il l'avait caché, puis bon. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, moi, quand j'arrive avec ça, ben, tu sais, il faut que je départage le vrai du faux, puis avoir les versions des faits, là, des deux côtés. T'sais. Ben avec la Sûreté du Québec, c'est ultra secret. Je comprends qu'ils ont une enquête à mener. C'est tout à fait normal. Mais c'est toute une façon de faire qui est très différente des États-Unis, par exemple. T'sais. Parce qu'aux États-Unis, il y a des corps de police qui collaborent beaucoup plus avec les médias, qui vont rendre certaines informations publiques pour aller chercher des indices, des pistes. Une rumeur que j'ai entendue, c'est que la famille du suspect principal est très bien connectée et que ce serait pour cette raison qu'il n'a toujours pas été arrêté et amené en justice. Tout est possible. Tout est possible, mais tu sais, on n'a pas vraiment de preuves de ça. Oui, c'est sûr que c'était une famille qui était bien réputée à Trois-Rivières, qui embauchait beaucoup de gens, qui faisait travailler beaucoup de personnes dans la région de Trois-Rivières. C'est une entreprise reconnue, qui faisait des millions de chiffres d'affaires. Mais tu sais, des rumeurs, il y en a eu, puis il y en a eu, puis il y en a eu, puis il va continuer d'en avoir dans ce dossier-là. Mais en même temps, tu sais, c'est sûr, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on l'a vu dans l'exemple du Dutroux. Dutroux. C'est quoi son prénom? Marc Dutroux. Okay. Dutroux, D-U-T-R-O-U-X, Marc Dutroux, en Belgique. Lui avait kidnappé des fillettes à peu près de l'âge de Cédrica, qui avait gardé dans son sous-sol. Puis il y avait des policiers, des juges, des avocats qui étaient impliqués là-dedans, puis qui agressaient les fillettes. Il y avait un gros réseau de pédophiles derrière tout ça. Donc, ici, dans le cas de Cédrica Provencher, tiens, on en a parlé. Moi, je te fais une petite confidence, là, comme ça, mais j'ai un policier, un enquêteur. Après qu'il ait pris sa retraite, il me dit, il y a un réseau qui est impliqué là-dedans. On a affaire à un réseau. Dans l'affaire de Cédrica Provencher? Ouais. Ouais. Mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Moi, je sais que je me posais beaucoup de questions à un moment donné, puis une fois, j'ai eu quand même assez peur. Parce que il y a un gars comme ça qui me donne un rendez-vous
dans un genre de Tim Horton. Comment ils vous donnent rendez-vous? Ils vous demandent... Ben, ils me contactent, là. Ben, tu sais, j'étais facile à trouver, là, à contacter. Je reçois un courriel. Et puis, dis-moi, ben, j'en ai reçu des tonnes, là, des tonnes et des tonnes de courriels des gens. Bon, il y avait toutes sortes de personnes bizarres, là, des weirdos, là, qui l'avaient vu à telle place, tout ça. Il y avait des médiums, il y avait ci, il y avait ça. Il y en avait de tout, là. Et puis, ce gars-là, il dit, j'ai des dossiers à te donner concernant la disparition. Ben, tu sais, moi, j'étais tout le temps preneur. Là. Je me dis, bon, ouais, si c'est farfelu, je mettrai ça de côté, puis c'est tout, là, tu sais. Et puis, il dit, on pourrait se rencontrer dans un genre de Tim Horton, là, sur le bord de la 40, dans le coin de, je pense, Repentigny ou quelque chose comme ça. Là, je m'en vais le rencontrer. Puis là, il me donne un document qui était sur la disparition d'un autre Fiat, mais qui était public, là. Je connaissais le dossier. Fait qu'il dit, regarde le travail que j'ai fait. C'est un truc assez volumineux. Là, je regarde, je dis, ouais, ça a l'air intéressant, puis tout ça. Fait qu'il dit, il dit, check ça, là. Il dit, moi, je te le laisse. J'ai dit, OK, c'est bon. Et j'ai fait la même chose pour Cédric Provencher. J'ai dit, OK. Puis il dit, tu vas avoir beaucoup d'éléments là-dedans que personne ne détient, personne a. Fait que là, je dis, es-tu en train de me tourner dans la farine, là, m'enfirouaper, comme on dit en bon québécois? Es-tu en train de me manipuler? Alors, à quelle fin? Attends. Là, j'ai dit, OK, mais là, il dit, tu vas me signer un document. OK, c'est quoi le document? Fait que là, il me donne une feuille. Il est venu préparer. Oui. Puis là, il dit, tu vas renoncer à l'enquête sur Cédric Provencher. Tu vas renoncer à l'enquête sur Cédric Provencher. Je veux plus que tu travailles là-dessus. Puis là, je dis, mais tu sors de où, toi, colonel, là? J'ai dit, non. Il s'est Puis moi, là, je sais pas c'est qui ce gars-là. Mais c'est ça. Je sais pas. Comment il s'est présenté? Il me dit, moi je fais ça par passe-temps, puis un peu comme vous dans votre jeunesse. Mais ouais, mais moi j'avais 14 ans. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ça reste comme ça. Et puis j'ai dit, non, je peux pas faire ça parce que de toute façon, moi faut que je lise ton document pour savoir ce que tu racontes. C'est pas de la bullshit, de un, puis de deux, j'ai probablement tout ce que t'as là-dedans. Déjà. Fait que j'irai pas de ça. Là, il était en beau maudit, tu sais. Fait que ça reste de même. Fait que moi, j'ai dit, OK, merci, bonjour, bonsoir. Je m'en vais, puis j'ai pas signé le document en question. Dans le fond, il voulait acheter ton silence. Ouais. Pourquoi, ça, je sais pas. Par qui était envoyé, est-ce qu'il était envoyé par quelqu'un ou c'était juste... Mais là, j'ai dit, mais qui protège, là? T'sais? Parce que t'as pas demandé de l'argent pour ces informations-là. Il voulait juste que tu laisses tomber. Que je laisse tomber, ouais. Bon, fait que j'ai dit, si tu le perds, c'est-tu le réseau? C'est-tu les policiers? C'est-tu... Ça peut être plein d'hypothèses. Puis moi, je suis toujours un gars qui fait attention, qui prend des précautions. Je suis allé stationner mon auto à l'autre bout du monde. Bien pensé. Puis là, je le vois, lui. Je vois son véhicule. Il y avait un genre de pick-up, tout ça. Fait que là, je le vois, il s'en va. Là, moi, j'embarque dans ma voiture. Je mets mon GPS parce que pour trouver mon chemin, je regarde dans le rétroviseur. Il était en arrière de moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Là, je pouvais pas sortir. Fait que là, j'ai dit, OK. Si c'est menaçant comme... Ouais. Fait que là, je laisse ça de même. J'attends. J'ai dit, dans 5 minutes, s'il n'est pas là, je vais aller le voir. Il m'a dit, tu peux-tu te tasser, là? Sortir? Là, finalement, il s'en va. Moi, je m'en vais. Il m'a suivi sur 5 kilomètres. Puis là, je l'ai vu qu'il me suivait. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait?
Je tournais dans les petites coins, des petites rues. Je faisais des détours, puis nanana. Puis là, il a vu... Il a compris. Qu'il me suivait. Et puis j'ai dit, si ça marche pas, je vais atterrir dans un stationnement de poste de police. Là. Tu niaiseras pas avec moi, là. Fait que ça restait le même, tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, est-ce que je suis en train de paranoïer ou... je sais pas, là. C'était peut-être son chemin. Je sais pas. Mais... J'en doute. Mais c'était vraiment bizarre. Et puis, ça a resté comme ça. Et puis je te dirais que c'était pas mal les dernières enquêtes là que j'ai fait autour du dossier de Cédrica Provencher. Puis là, comme je te disais tantôt, le père voulait pas que je sorte le documentaire. Mm-hmm. Là, ça, il m'avait envoyé des textos. Après ça, j'ai reçu des mises en demeure de lui, m'interdisant de... Puis là, il y a eu un débat là-dessus à la radio. Il y en a qui s'en prenaient à la famille, au père, parce qu'il disait que c'était pas normal de pas vouloir savoir la vérité sur sa fille. Il y avait André Arthur là, qui avait fait un long discours là-dessus à la radio. Il était en beau fusil. Puis il y a beaucoup de commentateurs aussi à la radio qui ont dit, si Stéphane Parent veut pas le finir, moi je vais le finir son documentaire pour lui. Il y a des animateurs comme ça là, à Trois-Rivières qui s'étaient mouillés par rapport à ça. Donc, ça s'est comme un petit peu éteint là, par rapport à que j'ai dit j'irai pas contre la famille. Mais tu aurais pu. Oui. Dans l'intérêt public, tout ça, parce que, tu sais, les journalistes, que ce soit à TVA, Radio-Canada, ils en reçoivent toujours des mises en demeure. On voit encore ton côté humain aussi, encore d'avoir choisi de respecter les souhaits. Il y en a beaucoup qui disent, regarde, tu sors pas tel reportage, tu sors pas tel documentaire, puis ça, puis les médias sont habitués à ça, là. Tu sais, ils en reçoivent tout le temps, là, parce qu'ils veulent pas, pour X raisons, là. Alors, moi, j'ai décidé parce que j'étais tout seul là-dedans. Puis, si j'étais une cible facile pour Martin Provencher, parce que c'est sûr, si j'avais eu un média en arrière de moi, comme TVA ou Radio-Canada, il n'y aurait pas pu rien faire. Puis je pense qu'il n'aurait même pas envoyé des mises en demeure. Donc, j'étais quand même plus facilement manipulable par rapport à ça. Fait que j'ai dit, Puis c'est tout moi qui subissais la pression. Puis les commentaires haineux sur les médias sociaux, c'est moi qui recevais. Envers toi? Envers moi, puis il y en a eu aussi envers la famille, tout ça, parce qu'il y a des gens qui étaient révoltés, que on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, on veut savoir la vérité, etc. Donc, il y en avait des deux camps, là, je te dirais. Et puis, par la suite, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a eu d'autres documentaires là, qui ont été faits avec Claude Poirier et tout ça. Bon, c'est un petit peu un rappel de ce qu'on savait déjà. Moi, j'avais vraiment des pièces d'enquête clés, là. Vraiment. Sans dévoiler quoi que ce soit, mais moi, je pense qu'au contraire, tout ça aurait pu aider l'enquête, à mon point de vue. L'aurait fait progresser. Et puis, parce qu'il y a aussi des témoins qui n'ont pas été rencontrés. Tu sais, quand je disais que la police voulait se protéger, moi, je pense que le père a eu de la pression. Parce que, comme je te disais dans mon précédent documentaire, je les avais brassés. Là, ils voulaient pas se faire brasser. Parce que moi, écoute, il y avait des personnes qui m'ont dit, ils sont pas venus nous rencontrer. On est arrivé avec des pièces, là, des pièces d'enquête, là. Comme la fameuse Sylvie que j'avais parlé dans mon livre, qui avait trouvé des objets. Elle les avait appelés en 2007, ils sont jamais allés. Après ça, il y a eu une seconde opération policière qui avait été organisée à l'été 2016. Ben ça, c'est tout grâce à nous. C'est nous qui a fait ça. Qui a fait à l'été 2016? Oui, parce que on a retrouvé ces ossements en décembre 2015. Puis là, bien évidemment, la neige qui a commencé, donc ça faisait disparaître un peu les preuves s'il y en avait. Et puis l'été suivant, moi je m'étais rendu à Trois-Rivières.
où ce qu'il y avait les ossements, puis il y a eu des rappels à la Sûreté du Québec par rapport à ce qui avait été trouvé. Je peux pas le dire parce que c'est pour faire l'enquête, mais moi, je sais que ce qu'ils ont trouvé, là, puis ce que cette personne-là a trouvé dans le boisé. Et puis là, les policiers, ils sont retournés, ils ont déclenché une opération monstre pour aller chercher ces éléments de preuve-là dans le boisé. Puis en 2015, moi, j'avais rencontré aussi les chasseurs qui m'ont emmené... Ils avaient trouvé les ossements. Les ossements, puis qui m'ont emmené exactement sur le site, là, à l'endroit même où les ossements avaient été retrouvés. Alors, moi, j'ai organisé de quoi, là, dans le secteur? Faire une sorte de battu pour voir s'il y avait des choses qu'on pouvait retrouver par rapport à ça. Donc, c'était vraiment une quête de justice, là, par rapport à ça. C'est un dossier assez brûlant, très émotif. Vraiment. Et puis c'est encore de même aujourd'hui, là, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, puis par la suite, ben là, c'est resté mort. Puis là, ben j'ai eu un appel de mon éditeur qui m'a demandé si je voulais raconter mon histoire à travers un livre. Puis là, au début, j'étais pas chaud. Pour remplacer un peu le documentaire. Ouais, exactement. Mais j'étais pas trop chaud à l'idée, là, parce que là, je les avais avisés que la famille était contre, puis ça se peut qu'ils ripostent, là, avec le livre. Inquiète-toi pas avec ça, là, on est tous équipés pour faire face à cette situation-là. Fait qu'après réflexion, puis vu que j'ai eu beaucoup de demandes des gens, du public, je me suis dit, bon, ben c'est peut-être un bon compromis entre le documentaire puis bon. Fait que j'ai accepté dans le fond, c'est quoi la différence? Parce que ce soit dans un documentaire ou dans un livre, tu partages les mêmes informations. Je partage les mêmes informations, puis c'est sûr qu'au moment que je l'ai écrit, j'avais des choses que j'ai pas racontées, que je pourrais peut-être raconter plus tard. Puis là, il y a une nouvelle édition qui s'en vient du livre, justement, où ce que je vais parler de nouveautés, des choses nouvelles qui sont arrivées en cours de route. Parce que c'est un dossier qui évolue là, constamment. Puis il y a encore des gens qui m'appellent, il y a encore des journalistes qui m'appellent. Ça fait pour depuis cette histoire-là a débuté en 2007, on est rendu en 2024, bientôt 2025, puis il y a encore des nouveaux éléments qui s'ajoutent? Oui, il y a encore des nouveaux éléments qui s'ajoutent. Puis je te dirais qu'il y a une évolution aussi au niveau des technologies. Ah, OK. Ça, c'est important aussi parce que, tu vois, la Cure Rouge avait été vue le 31 juillet. Il est passé derrière une station-service. On n'est pas capable d'identifier le conducteur. Ben, on s'imagine que c'est sûr que c'est Jonathan Betté, mais on n'est pas capable de voir qui est à l'intérieur, même sur le côté passager, parce que tu sais, les caméras de surveillance, les images sont souvent très floues, puis ça, en noir et blanc souvent, puis bon. Et là, il y avait quelqu'un dans le côté passager? Ben, on tente de voir s'il y avait quelqu'un. Parce qu'il y avait quelqu'un, je pense que dans ton livre, tu mentionnes avoir rencontré quelqu'un qui disait avoir vu cette Acura rouge sur l'autoroute et avoir vu une jeune fille. Exact. Endormi peut-être. Oui, c'est ça. Ça, c'était le chauffeur de camion qui faisait des livraisons à Saint-Maurice où on a retrouvé les ossements. Mais là, cette nouvelle technologie-là, aujourd'hui, c'est comme une ADN numérique, c'est que ça va nous permettre d'identifier qui est le passager mystère. Donc, c'est une nouvelle technologie là, qui est en train de se développer aux États-Unis. Oh, wow! Puis je suis en train de collaborer avec ces personnes-là. Aux États-Unis? Aux États-Unis, mais il y a quelqu'un aussi ici à Montréal qui est en train de travailler là-dessus. C'est prometteur. C'est très prometteur. Puis il m'a partagé beaucoup de ces informations-là où on essayait d'identifier des plaques ou des conducteurs dans des véhicules. Et je te dirais que c'était aussi clair comme que je te vois là présentement. Wow! Puis c'était des trucs qu'on n'était pas capable d'identifier il y a quelques années. Fait que c'est une espèce d'ADN numérique
qui permet je te dirais, de fragmenter tous les pixels, de les recomposer. C'est assez fascinant. Oui. C'est assez fascinant comme technologie. Et moi, j'en revenais pas parce que j'avais l'exemple d'une voiture, il y avait une conductrice dedans, on n'était pas capable, vraiment pas capable de l'avoir, de l'identifier. Puis après avoir passé à travers cette technologie-là, la photo, là, la fille était claire, là. C'était fou, là. Wow. Comme si quelqu'un avait été à bord puis qui avait pris la photo de elle à bord du véhicule. Ouais. Ça avait été pris avec une caméra de surveillance. Donc ça, c'est des éléments comme ça que je vais parler dans mon livre, la prochaine édition de Cédric Provencher. C'est le même livre, mais ça va être le même livre avec une petite mise à jour là, avec les nouveautés, puisque il y a d'autres choses aussi qui vont être ajoutées par rapport à l'évolution de l'enquête, au progrès de l'enquête par rapport à ça. Donc, à mon niveau, est-ce que j'ai fermé la porte complètement au dossier de Cédric Provencher? Je penserais pas. Je pense qu'en tant que société, on n'a collectivement pas encore fermé la porte. Est-ce que je vais sortir mon documentaire un jour? Peut-être. Je ne sais pas. Là, on va voir. Je me suis dit, on va attendre de voir comment l'enquête va progresser. Mais là, gars, ça va faire 10 ans, là, l'année prochaine. Puis il n'y a toujours pas de développement. Ben, il y a du développement, mais il n'y a pas d'arrestation. Et je te dirais, je vais donner un autre petit exemple rapidement. Oui. J'ai fait un autre documentaire sur une fillette qui avait été assassinée dans les années 90. À Montréal? À Rosemère. OK. Marie-Chantal Desjardins. On n'entendait plus parler de ce dossier-là. Elle avait 10 ans, la petite fille. On avait retrouvé son vélo pas loin. Elle avait été violée, assassinée en 1994, en juillet 1994. Et puis, j'ai fait un documentaire là-dessus. Puis, crois-le ou pas, il a aidé à... Oui, je m'en rappelle, tu m'en as parlé après, quand on a pris un café. Et moi, oui. Tous les médias m'ont appelé, là. J'ai fait une entrevue à TVA avec Yves Poirier, avec Radio-Canada, avec Pascal Robida, qui a publié... moi, je me suis pas donné le mérite, là. Je sais que l'ADN a fait un travail extraordinaire là-dedans, puis il faut compter beaucoup sur l'ADN. Sauf que, selon moi, ça l'a mis une pression. Raconte positive. Raconte l'histoire en détail de ton implication puis comment elle a servi à faire développer les choses. C'est plusieurs dossiers comme ça d'enfants disparus, assassinés, qui n'ont pas été résolus. Et moi, j'ai décidé de faire une série de reportages, de courts-métrages sur ces enlèvements-là qui n'ont pas été résolus. Puis je m'étais intéressé au dossier de la petite Marie-Chantal. Donc, j'ai fait des reconstitutions, j'avais rencontré des témoins, des gens qui avaient été avec elle, etc. Comment ça s'est passé, où est-ce qu'elle est allée, la journée de sa disparition. J'ai tout établi le trajet de la petite fille. Et puis, suite à ça, c'est resté comme ça. Puis il y a les parents de Marie-Chantal qui m'ont contacté pour me parler, qui avaient vu le documentaire et tout. Donc, tout le monde était concerné, impliqué. Et moi, je pense que par la suite, ça a eu un effet positif parce qu'on donnait des numéros de téléphone. On disait aux gens, si vous avez des informations, contactez la Sûreté du Québec ou contactez-nous si vous voulez pas parler aux policiers, whatever. Puis, il y a un journal avec un journaliste, Stéphane Tremblay, qui a fait un article. Il y a le dentiste de la petite Marie-Chantal qui s'est manifesté. Lui, il dit, moi, je pense que c'est un droitier, le gars qui a fait ça. Je l'avais comme cliente. Il avait donné des détails. Alors, le dossier, là, il revenait beaucoup dans l'actualité, mais avec des détails, des précisions. Et pas longtemps après, il a été résolu. Pour quelle raison? L'ADN, mais je pense que la pression aussi positive qui a été faite sur la police, ils se sont dit, regarde, là, on en parle. Parce que quand la police travaille sur un dossier, puis que les médias s'y intéressent, il y a toujours des réactions.
Il y a toujours un effet positif, je te dirais. Pas dans le but de nuire à l'enquête, mais d'amener des éléments que le public appelle la police. Mm-hmm. Nous autres, là, on filtre pas les appels, tu sais. On va dire, contactez, mettons, le bureau de l'avocat Marc Bellemare, contactez les policiers. On veut le faire dans un cadre juridique. Parce que faut faire attention, là. Puis les informations qui sont acheminées, on va les traiter puis on va les transmettre à la Sûreté du Québec, si c'est la Sûreté ou la Police de Montréal, peu importe. Mais ça, c'est fait. Donc, je te dirais que bien d'autres dossiers aussi là qui ont progressé, dont le dossier du petit Maurice Vien, parce que on a fait un balado aussi là-dessus. Il y avait des pièces d'enquête qui avaient été perdues, qui ont été retrouvées, qui ont été remis à la Sûreté du Québec, qu'eux n'avaient pas dans le dossier. Et la maman de Maurice Vien, elle a reçu un téléphone de la Sûreté du Québec pour dire que elle avait rencontré des journalistes, blablabla. Puis, on sait c'est qui a fait ça. Est-ce que cette personne a été arrêtée? Elle est décédée aujourd'hui. C'était le chauffeur de taxi. OK, donc c'était lui. Okay. Mais il manquait des preuves à la police qu'il n'y avait pas. Puis c'est dans le cadre du travail journalistique que ces preuves-là ont été retrouvées. Je peux pas dire comment qui ont été retrouvées. Moi, je le sais comment ces pièces d'enquête-là ont été retrouvées. Mais les policiers étaient surpris, là. Il y avait des enregistrements audio, des déclarations, plein de pièces à conviction. Fait que tu vois, notre travail est quand même utile. Là, certainement. Quelque super part, là. Utile, Puis ça a permis de faire avancer des enquêtes et d'en résoudre. Par rapport à tout ça. Donc, moi, c'est pas le but, ça n'a jamais été de nuire on n'est pas stupide, là. On fait pas ça pour nuire une enquête. Absolument pas. On fait ça pour aider une enquête, pour la faire progresser, puis de permettre à des gens de nous parler. Puis c'est pour ça que j'avais impliqué l'avocat Marc Bellemare, qui est devenu un bon ami à moi par la suite, parce que je me suis dit, s'il y a des gens qui ont peur d'appeler la police, parce qu'il y en a qui ont peur, là, parce que des fois, ils ont des dossiers judiciaires, puis pour X raisons, là, appelez l'avocat, Marc Bellemare. Vous êtes lié au secret professionnel. Mm. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mais tu sais, c'était ça la démarche derrière. Moi, je veux toujours aider. J'aime ça aider. Je le sais. Est-ce que tu as toujours espoir que le coupable va être arrêté un jour? Je pense que oui. Bon, je pense que oui, mais sauf que la façon que c'est parti, là, ça risque de compromettre beaucoup d'éléments, beaucoup d'enquêtes. Parce que là, actuellement, il y a un procès, là, la poursuite de Jonathan Betté. Oui. Puis lui, son avocat demande d'avoir accès au dossier, à des éléments de preuve, dont les écoutes électroniques. OK. De ce que je te parlais tantôt. Mm-hmm. Il dit que de l'ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime qui correspond pas à l'ADN de Jonathan Betté. Quelle scène de crime? Dans la forêt? Oui, où est-ce qu'on a retrouvé les ossements de Cédrica. Mais sauf que en même temps, ça veut rien dire parce que, comment je pourrais dire ça, la scène, elle a peut-être été contaminée aussi. C'est quand même un endroit public. Exactement. Donc, c'est des gens qui ont touché à certaines choses et tout. Bon, on sait pas. C'est un peu ce que je t'expliquais tantôt, ma rencontre que je voulais faire avec Jonathan Betté, le polygraphe, là, son avocat qui dit que c'est pas son ADN, c'est l'ADN de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de choses de même. On veut savoir la vérité, là, par rapport à ça. Mais en même temps, regarde, là, l'avocat va demander ça. Est-ce qu'il va rendre ça public? Est-ce que ça va compromettre l'enquête qui est en cours? Ça va le disculper? Mettons, si c'est lui, là, on n'a pas
on pense que c'est lui, mais les preuves en ce moment, de ce qu'on sait, de ce qu'on a, sont pas suffisantes. Y a rien. Ben oui, parce que de toute façon, ça fait longtemps qu'il aurait été accusé. Là. Donc, les policiers ont peut-être pas grand-chose. Là. Mais ça prendrait quoi comme preuve pour l'accuser officiellement? Ben, ça prendrait des aveux, c'est sûr, de la part de la personne qui a commis ce geste-là, des aveux, ou de l'ADN formel. L'ADN, comme quoi, ben, l'ADN correspond. Donc, les preuves... Parce que quand tu as des témoins, tu as ci, tu as ça, c'est circonstanciel. C'est ça que j'allais encore, dire, là. circonstanciel. C'est pas des preuves directes. Fait que tu peux pas arriver avec ça à la cour. Ça prend des faits. Puis là, ben, on n'est pas capable. On y arrive pas. Parce que, tu sais, il y a eu aussi beaucoup de choses autour de la fameuse Acura. Puis l'Acura qui aurait été nettoyée. Aux États-Unis? Aux États-Unis, même, j'ai entendu dire qu'elle avait été nettoyée ici, à Trois-Rivières. J'ai parlé avec, soi-disant, la personne qui aurait procédé au nettoyage du véhicule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Lui dit, qu'il y avait du sang, puis que lui disait, c'était du sang de chevreuil parce qu'il avait été à la chasse. Donc, tout ça, on ne le sait pas. Et puis, par rapport à l'Acura, il y avait ça. Il y avait le fameux nettoyage, le fait qu'il l'avait remisé. Après ça, elle a été vendue. Mais c'est ça. Puis moi, des rumeurs, c'est sûr, j'en ai entendu plein aussi là, autour de la fameuse Acura, même quand j'étais en train de tourner le documentaire dans le secteur. Donc, moi, j'ai fait des reconstitutions aussi avec la fameuse Acura. Mais encore là... Mais il y avait une dame aussi qui avait témoigné d'avoir vu un homme à partir de sa fenêtre dans les jours précédents. Ça c'est l'enlèvement. Je me rappelle pendant 2 semaines là, que lui arrivait, il stationnait et il se mettait des genres de souliers de marche. Il allait marcher dans le parc Chappet, effectivement. Il avait été identifié. J'ai rencontré les fillettes, les amis de Cédrica, qui avaient passé la journée avec elle, où ces fillettes-là ont été abortées par le suspect pour aller chercher un petit chien noir et blanc. Mais encore là, tu sais, il y en a beaucoup, ils disent oui, c'est lui, c'est Jonathan Betté. On l'a reconnu. Il y en a qui disent ça. Puis son avocat, ils disent ils ont fait une parade d'identification avec des fillettes qui auraient été avec Cédrica, puis ils l'ont pas reconnu. Fait que tu vois, je sais, tu sais, j'ai bon espoir que cette enquête-là soit résolue un jour, mais en même temps, de tout ce que je te parle, là, c'est la pointe de l'iceberg de tous les trucs qui ne fonctionnent pas, qui vont pas bien dans cette enquête-là. Et surtout la grosse gaffe monumentale là, de la police, de la Sûreté du Québec, d'avoir fait cette perquisition-là. Sans mandat. Mm-hmm. Sans mandat, mais qui est venu nuire à toute l'enquête, à tout le processus. Parce que là, c'est pas juste le 10 millions de dollars, là. Il va avoir des conséquences suite à ça, là. Ça va avoir un effet domino. Est-ce que tu penses qu'il va l'obtenir, son 10 millions? Il y a des bonnes chances. Wow! Il y a des bonnes chances parce que il y a vraiment tout. Là, il y a la justice de son bord. L'ironie là-dedans est comme... Je sais pas quoi faire avec ça. Le juge, il lui donne raison. Puis les policiers sont pas capables de l'accuser. Mais comme je te disais tantôt, l'effet domino, là, c'est que là, tout ce que la police a au niveau de l'enquête, c'est pour ça que là, la Sûreté du Québec repousse. Parce qu'ils veulent pas dévoiler ce qu'ils ont. Mais lui, il va savoir qu'est-ce qu'ils ont à un moment donné dans l'enquête. Ce qu'ils ont... Écoute, peu importe. Toi, là, tu as commis un crime, tu veux savoir ce que la police a dans son dossier. La police fait une gaffe,
tu te revires de bord, tu parles avec ton avocat, tu dis, moi, je vais avoir accès à toute la preuve. Il n'y a pas meilleure protection pour toi quand tu vas arriver à la cour. Parce que tu peux préparer ta défense. Et voilà. Ben, c'est sûr que ce soit Betty ou quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que de toute façon, quand la personne est accusée, puis tout ça, il y a le droit d'avoir accès à la preuve de la police. Sauf que là, dans les circonstances, en ce moment, tout ça risque d'être public. Alors, même si c'est pas Jonathan Betty, que ce soit quelqu'un d'autre, tout le monde va avoir accès. Mais c'est une bonne chose, non? Ben, l'avocat, je sais pas si lui va rendre ça public, mais écoute, on me reprochait à moi, tu sais, comme le père, ou la police dit, Stéphane Parent va nuire à l'enquête. Mais c'est la police elle-même qui nuit à sa propre enquête. En faisant ça, cette perquisition-là, sans mandat, c'est sûr qu'elle allait avoir des conséquences. Et là, si la police veut protéger de la preuve, mais ils n'auront pas le choix de la déclarer. Ils n'auront pas le choix de la donner à l'avocat. Et à la limite, la rendre publique. Tu comprends-tu? Oui. C'est parce qu'en même temps, on dit, fais pas ça, parce que ça peut nuire, alors que eux, dans leur tactique, leur façon de faire, ils ont nuit eux-mêmes à cette enquête-là. Et c'est pour ça que je te disais, dans les années 80, je les avais brassés, parce qu'il y a eu plein de gaffes. Il y a des pièces à conviction qui ont été saisies, qui ont été perdues ou détruites, que les policiers ne trouvent plus. Le tueur avait écrit une lettre dactylographiée. Quand je suis allé voir la Sûreté du Québec, ils ont dit, est-ce que tu as une copie de cette lettre-là? Parce que nous, on l'a plus. Les dossiers qui avaient été perdus, qui n'ont pas retrouvé. Alors, tout ça, ça se répète. Et là, les policiers sont pas trop fiers de ça. Parce qu'ils se font mettre sous les projecteurs. Ils se font mettre dans le visage un peu les gaffes qu'ils ont fait. Mais nous, on veut pas. On veut les aider. On n'est pas là pour les nuire. On veut que cette famille-là, que ces familles-là, que Cédrica puissent obtenir justice. Donc, aidez-nous à vous aider à travers ce processus-là. Comprends-tu? Oui. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment donné, que ce soit la famille de Cédrica ou une autre famille, à un moment donné, veut juste lâcher prise, puis pas faire fi de justice, mais c'est juste, ils sont tellement tannés, qu'à un moment donné, c'est pas qu'ils veulent plus que justice soit rendue, mais ils sont rendus à une autre étape peut-être d'acceptation ou de... Il y a des familles, effectivement, il y a des familles comme ça qui sont un peu tannées. Puis Cédrica, ça a été assez intense là, pendant 8 ans au moment de sa disparition. Le père Martin Provencher était très impliqué. Puis là, à un moment donné, c'est sûr, là, tu as le goût de prendre un recul. Un peu comme je te disais moi-même, en tant que cinéaste, que tu prends un recul. Mais en même temps... Parce que ça va pas ramener leur fille ou... Non, ça ramènera pas la victime, c'est sûr. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui s'est commis dans ce dossier-là. Et le père ne pourra pas fermer la porte complètement et aussi longtemps que ça sera pas réglé. Moins impliqué qu'avant, évidemment, moins intense qu'avant. Mais c'est sûr que, gars, il est allé au palais de justice, là, dernièrement, là, quand ce procès de Betty, là. Il s'est rendu à Montréal, il est parti de Trois-Rivières, il est venu à Montréal. Donc, il reste impliqué, mais moins qu'avant. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai pris du recul. Mais en même temps, est-ce que je peux faire nier tout ce qui a été fait avant? Non. Puis dire que je ferme la porte. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Mais ça serait un peu me mentir à moi-même de dire, tu sais, j'ai cette quête de justice-là, cette soif de justice-là, puis je me dis, non. Si ça peut aider la famille ou que cette petite fille-là obtienne justice, là, je m'empêcherai pas. Je vais le faire. Oui. Surtout qu'on ne sait jamais à quel moment ou quelle pièce d'information ou quelle personne va dire ou faire quelque chose ou comme connecter certains trucs pour finalement... Exactement. Tu sais, puis il y a des gens qui me disent, tu sais, Stéphane, ça t'appartient pas, puis nanana, puis...
Ouais, mais tu sais, moi, je suis le genre de gars que si je vois un aveugle, une petite madame qui a de la misère à traverser la rue, je vais lui prendre le bras puis je vais l'aider. Non seulement ça, mais je pense pas qu'on te ferait cette reproche que ça te concerne pas si jamais ton travail fait en sorte que l'enquête aboutit quelque part. C'est un peu une reproche gratuite, je trouve, à ce stade-ci, parce que ton travail a pas été encore complété. Exactement. Puis tu sais, je pense que cette empathie-là est venue assez jeune aussi, tu sais, parce que tu sais, quand je te parlais des enfants qui étaient disparus, il y en avait eu un autre aussi dans le plateau Mont-Royal, Stéphane Gauthier. Je parle beaucoup, souvent, même avec sa sœur, assez régulièrement. J'ai parlé hier, justement. Puis Stéphane, il a le même prénom que moi, puis il avait la même âge que moi. Puis il a été enlevé, puis il a été assassiné. Il s'est fait enlever dans le plateau, puis on l'a retrouvé dans un champ, complètement nu. Il a été agressé sexuellement. Et tu y penses. Tu te dis, j'avais la même âge que lui, j'habitais à peu près le même quartier. Ça aurait pu être moi. Alors, tu vois, il y a cette quête-là, puis de dire, ben, si ça avait été toi, peut-être que tu aurais aimé ça, que quelqu'un dise, regarde, on va le faire. Parce que là, il se passe rien avec la police. Elle, ça fait 40 ans. 42 ans. Puis attendre des réponses. Puis rien. Rien. Elle était contente que je fasse un documentaire. Puis les policiers ont dit, ouais, il y a des documentaires là, qui sont en train de se faire. Là. Ça les stresse un peu. Là. Je pense qu'au contraire, ça en prend plus des personnes comme toi, Stéphane, qui refusent de lâcher le morceau. Ouais. Puis je pense que, mais évidemment, je peux pas parler au nom de ces familles. Je peux pas me permettre de faire ça, mais j'imagine que de savoir qu'un parfait inconnu qui a rien à gagner, qui tire pas profit de cette situation, choisisse de s'impliquer activement, puis de faire de son mieux, puis d'utiliser ses ressources, ses compétences, ses connaissances pour faire avancer les choses. Moi, en tout cas, je te félicite pour ça. Ouais, merci. Puis... ben, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont reproché à un moment donné, ils ont dit... parce qu'il y a des gens qui comprenaient pas pourquoi je vendais mon documentaire. Mais moi, je leur réponds tout le temps, est-ce que toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche? Parce que si je voulais faire de l'argent, là, je me lancerais dans l'immobilier ou dans quelque chose d'autre, là. Sûrement pas des documentaires de true crime, parce que moi, je les finance tout seul. J'ai pas de subvention. J'ai pas d'investissement privé et tout ça, mais j'ai des dépenses. J'ai du gaz à payer, il faut que je mange. J'ai des gens à payer pour faire le son, pour faire... il y a des frais quand même. Alors, c'est le minimum. J'ai jamais fait d'argent avec ça. Au contraire, je me suis endetté. Comme le projet de Cédrica, là, je suis très endetté. Je me suis très endetté avec ce projet-là. Fait que, alors, non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. Quand est-ce qu'on pourra, ou que je pourrai me procurer la nouvelle édition de ton livre? Je crois que l'éditeur, pour la sortie, je pense que ça va être en janvier ou en février. Ben, s'il y a des gens qui veulent... Ça sent bien. Okay. Ouais, ben, s'il y a des gens parmi tes auditeurs qui veulent se tenir au courant, ben moi j'ai une page Facebook là, qui est Stéphane Parent réalisateur, ou j'ai mon site web stéphaneparent.com.
peuvent aller là-dessus, là, puis je vais faire les mises à jour. Puis il y a les liens là, pour les médias sociaux. Donc, c'est des gens qui veulent voir la prochaine édition. Mais aussi de ce qui va s'en venir, là, parce que là, je prépare une fiction aussi autour de ce projet-là, là, qui s'appelle Projet K. Qui va revenir un petit peu sur cette enquête-là, mais d'une façon fictive. OK. Mais basée sur des faits réels. OK. Voilà. Puis ça, c'est en fait, quand? tout ce qui a été l'opération Mr. Big, les gens qui savent pas c'est quoi, c'est le Mr. Big, c'est une opération policière visant à tirer des aveux d'un suspect. Et je vais reproduire ça. Toute l'enquête policière, le Mr. Big, l'enquête journalistique et tout ça va être dans le film qui s'intitule Projet K, qui va voir le jour à l'automne 2025. OK. Ouais. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Okay. On a déjà commencé le tournage. On a tourné beaucoup de scènes. OK. Et on a pris des policiers. Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent? C'est des enquêtes. Ben, en fait, c'est des acteurs, des figurants. On a recréé des scènes. Parce que, tu sais, les policiers rencontraient le suspect dans des restaurants, terrains de golf. Mm-hmm. On a tout reproduit ça au complet. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a encore des scènes à tourner? Oui, il reste encore des scènes. Est-ce que je peux venir? Oh, oui. Ben oui. Okay. Ben oui. Il reste encore des scènes à tourner. Venir, il reste encore des scènes à tourner. C'est avec Emmanuel Auger. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent? Ben, on l'a vu dans le District 31. Il faisait Christian Faneuf. Puis on le voit là dans la série Dumas là, qui passe le lundi soir à Radio. Tu le connais? Hein? Tu connais un petit peu? La série ou la série, l'acteur? Emmanuel Auger. J'ai pas écouté la série, mais je sais c'est quoi. C'est ça. Donc, on a entamé ce projet-là il y a quelques années. Donc, ça encore là, on a parlé du livre tantôt, puis c'est un compromis que je fais. Mm-hmm. Parce que là, en même temps, j'ai tout changé, là. Les noms des personnages, de la fillette, de l'enquêteur. Même moi, je joue mon propre rôle. Ben, je joue pas mon propre rôle, mais j'ai donné mon rôle à quelqu'un d'autre. Okay. C'est une fille. OK, donc c'est une enquêteuse. Elle s'appelle Stéphanie Parra. Okay. Stéphanie Paris, excuse. Mais c'est ça. Donc, c'est tiré de cette enquête-là, tiré sur des faits réels. Donc, c'est ça. C'est un compromis par rapport à ça. Okay. Puis, comment j'ai eu cette idée-là? Comment? J'ai vu le film Aline sur Céline Dion. OK. Je l'ai pas vu. Ben, c'est une biographie. Là. Ben, c'est un film biographique. Est-ce que ça joue présentement sur... Non, ben, c'est un film français. OK. Donc, elle a fait un film sur la vie de Céline Dion. Je l'ai vu. Bon, on l'aime, on l'aime pas. Il y en a pour tous les goûts. Puis j'ai vu sur l'affiche, c'était marqué film. Je me souviens plus exactement, mais ça disait quelque chose comme basé sur la vie de Céline Dion. OK. Une affaire comme ça. Film de fiction tiré de la vie de Céline Dion. OK. Fait que moi, j'ai dit, ben, Christy, lève-le l'affaire. Là, j'ai appelé un avocat qui est spécialisé là-dedans. Il me dit, t'as aucun problème, change les noms. Alors, ça va être ça, Projet K, film tiré sur l'histoire de Cédric Provencher. J'ai très hâte de voir ça, Stéphane. Fait que c'est toute une enquête. C'est le Mr. Big. On va être avec les policiers. On va être dans les salles, le poste de police, les bureaux d'enquête. On va être sur le terrain. J'ai trouvé mon suspect qui joue le rôle de Jonathan Pété, mais qui va s'appeler un autre nom, évidemment. Donc, tout ça, c'est reconstitué de A à Z. Fait que personne qui va pouvoir nous faire le reproche, etc. Ça, c'est ça. On prend une totale liberté. Totale liberté. OK. Par rapport à ça. Donc, il n'y a personne qui peut venir nous poursuivre ou dire quoi que ce soit, parce que tout a été changé. OK. Mais les gens qui ont suivi cette histoire-là vont comprendre. Mm-hmm. Vont comprendre assez vite. Stéphane, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si ça a été long. Je pense qu'on pourrait même faire 2-3 podcasts. Oui, puis je vais te réinviter, en fait, que ce soit après la diffusion de Projet K ou...
j'ose espérer, même avant ça, qu'il y ait un certain développement qui mette fin à cette tragédie, puis on pourrait en reparler d'une manière plus... plus heureuse, peut-être. Oui, peut-être aussi. Je l'espère, mais... tu vas peut-être avoir des questions aussi sur la nouvelle édition aussi, de ce qui s'en vient. On pourra parler peut-être Projet K, puis la nouvelle édition avec les nouveaux éléments d'enquête technologiques là, qui vont sortir. Ça me va très bien. Donc, on se reparle en 2025. Certainement. Merci à la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye.